Très belle citation, mon ami. Mais ces réfugiés, proprement dit, qui ont fait leur bagage pour quitter la Syrie, dans la peur, la douleur et les cris, contribuent-ils à l'avenir de notre pays? Mais tout d'abord, faisons un bond dans le passé, dans cette première partie. Je m'appelle Khalil Hamsork. Je suis kurde syrien du département de Raqqa. Je m'appelle Lina Ali Saleh et je suis professeure des Beaux-Arts. Je m'appelle Irfan Aboubakar. Je fais partie des réfugiés politiques syriens. Omar Qat. Je suis journaliste syrien. Je m'appelle Wejdan Nassif, je suis écrivaine, activiste politique et féministe. Je m'appelle Thomas Al-Hakim. Je suis architecte. En 1970, le général Hafez el-Assad, père du président actuel, prend le pouvoir par la force. C'est ce qu'on appelle un coup d'État et met en place un régime autoritaire structuré autour d'un parti unique, le parti Baas. Ce régime dictatorial est cruellement imposé au peuple et tout manifestant ou opposant politique est au mieux emprisonné et au pire torturé ou assassiné. Quand j'avais 4 ans, Hafez el-Assad est arrivé au pouvoir par un putsch militaire. Et il se prenait pour le roi de la Syrie et du peuple syrien. En Syrie, le pouvoir était détenu par un petit groupe de personnes qui s'étaient autoproclamées communautaires. Hafez al-Assad s'est donné un titre de noblesse de communauté alaouite. Cependant, en pratique, cela ne constituait qu'une ouverture afin d'obtenir le soutien de cette communauté. Néanmoins, les avantages rattachés à ce statut ont bénéficié qu'un groupe très limité de personnes. Je suis née à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Je suis venue en Syrie à l'âge de 17 ans. Hafez el-Assad a démoli une ville entière qui s'appelle Hamad, a fait déplacer ses habitants et arrêté une dizaine de milliers et emprisonné une dizaine de milliers. Les gens devaient se soumettre à ses ordres ou se retrouver emprisonnés. Il n'y avait pas de troisième solution. Avec lui ou en prison, assassiné ou en cavale. Ça a été notre réalité. Cette situation a été renforcée par ce qu'ils appellent des contrôles sécuritaires. En réalité, il s'agissait de renseignements secrets réalisés au bénéfice du régime. Plus la corruption et la pauvreté s'installaient dans le pays tout entier, plus ces répressions policières s'intensifiaient. Quand j'étais étudiante à l'université, j'ai compris que ce système était répressif et dictatorial et qu'il y avait dans le monde, en dehors de la Syrie, il y avait les droits de l'homme et le respect de la dignité humaine, et qu'il y a des pays démocratiques, mais en Syrie, on était privé de tout ça.
Et comme disaient la plupart, on était des esclaves dans les champs de Assad. Avec l'augmentation de la pauvreté et de la souffrance des jeunes, en particulier du fait d'un fort taux de chômage, la présence des forces policières devenait de plus en plus intrusive et répressive. J'ai commencé à avoir une conscience politique en tant qu'opposante au système. Et j'ai rejoint le parti de gauche secret. Et j'ai travaillé dans le domaine politique. Ensuite, j'ai été interpellée en 1987. J'étais âgée de 20 ans. J'étais arrêté à l'époque du grand dictateur, Hafez el-Assad, pour une période de 7 ans. Je faisais partie de ceux qui disaient que le dictateur devait démissionner. C'était dans les années 80. Et je suis resté 7 ans en prison. Je suis arrivé ici autant qu'un étudiant, avec un visa étudiant. Et quand j'ai terminé mes études, bon, la situation en Syrie n'était pas encore réglée. Jusqu'à maintenant, malheureusement, elle n'est pas réglée. Donc, je ne suis jamais retourné. Et du coup, j'ai réussi à m'installer ici et fonder une famille et vivre ma vie depuis 32 ans. J'ai quitté la Syrie en 1992. Je suis sortie de prison quand j'avais 25 ans. Et j'ai repris mes études. J'étais étudiante à l'université. Je n'étais plus en sécurité, car tous ceux qui étaient emprisonnés par El-Assad restent des détenus même en dehors de la prison. Il n'y a pas de droit civique pour les prisonniers, ni de respect pour leur vie. Tu en payais le prix tout le temps, dans le gouvernement d'El-Assad, si tu étais un opposant. Le pays a basculé dans le chaos dans les années 1990 du fait d'un favoritisme devenu pesant et de gestion douteuse des affaires du pays. Cela crée une situation injuste et contraire à la loi, comme nous la connaissions, mais qui s'accorde avec les principes imposés par le régime. J'ai été interpellée à l'époque de Hafez el-Assad et je suis sortie de prison. Mais ils sont beaucoup, des centaines ou des milliers de prisonniers qui ne sont jamais sortis, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui sont absents. On demande encore leur libération, mais on ne reçoit aucune réponse. Ma vie a toujours été dans la résistance. Une résistance en continu contre l'inégalité. En 2000, après 30 ans de règne, Hafez el-Assad décède et son fils Bachar le succède. Ce dernier suit les traces de son père et emploie les mêmes méthodes. Répression, cruauté et droits bafoués. Et tout opposant est traqué, emprisonné ou éliminé définitivement sous le regard du monde entier. Cette même année est marquée par un heureux événement qui concerne deux de nos protagonistes. Il s'agit du mariage de Irfan et Wijden. Et voici la présentation de leurs deux filles. Je m'appelle Naram, j'ai 17 ans. Je m'appelle Saba, je suis lycéenne aussi. Ils ne reconnaissaient pas les partis d'opposition, donc il n'y avait pas de vie politique en Syrie. C'était interdit. Mais malgré ça, il y avait des partis politiques et des personnalités politiques qui travaillent. Dès le premier jour où Bachar était au pouvoir, certains lui ont dit qu'il n'était pas légitime, comme Riyad al-Turk, qui vit maintenant en France. Il lui a dit « Tu n'es pas légitime » et il l'a emprisonné, alors qu'il avait plus de 70 ans. Moi, je me rappelle quand on était petite, avant tout ça, avant tous les problèmes avec toute la révolution et tout,
nos parents faisaient en sorte qu'on soit heureux et qu'on fasse beaucoup de choses. Du coup, par exemple, moi, j'ai fait du chant toute ma vie. J'ai fait aussi... on était dans une chorale, du coup. Et on allait tout le temps au théâtre, tout ça. Genre, vraiment, on avait vraiment une belle enfance. Moi, je me rappelle, par exemple, des moments passés avec nos cousins. Tout ce qu'on faisait, en fait. Les jeux, les soirées passées avec eux. À l'école aussi, quand on était du coup à l'école, parce que c'est complètement différent de là. Donc, et en plus, c'est un âge où l'école est vraiment bien. Fin 2010, plusieurs pays arabes sont touchés par des contestations populaires. C'est ce qu'on appelle les printemps arabes. Et en 2011, c'est au tour du peuple syrien de manifester en masse. Le peuple syrien est sorti en paix et pour la paix, cherchant sa liberté et son honneur, et demande la fin du dictateur. La situation qui m'a poussé à quitter la Syrie il y a 18 ans est similaire à celle que nous connaissons aujourd'hui. En effet, les dysfonctionnements et injustices que nous connaissions n'ont fait que s'intensifier avec les années. La révolution a débuté en 2011 en Syrie. Avec l'espoir que dans ce monde, notre pays devienne libre et démocratique. J'étais professeur d'art plastique. Dans mon pays, la Syrie, j'ai participé à des regroupements populaires et pacifiques. J'ai aussi participé aux manifestations organisées tous les vendredis en dessinant des tableaux qui représentent des manifestants pacifiques syriens. Dans les 6 premiers mois, il n'y avait pas d'alternative extrémiste, armée. Si on avait traité la transition politique avant qu'elle ne soit un terrain, pour les fractions armées contre le système, on aurait réussi une bonne transition. La situation a atteint un seuil tel que la population s'est soulevée de colère, bien qu'elle ne dispose que d'une solution alternative. L'objectif étant de mettre fin à ce régime répressif, quelles qu'en soient les conséquences. Crois-moi, à la première apparition de Burhan Ghalium à la télé, comme ça, les gens le voyaient déjà comme le prochain président de la Syrie. Comme j'étais professeur, je subissais de fortes pressions et ma vie était en danger. En 2012, avec la violence du système et sa répression, la révolution s'est transformée en guerre. Une guerre que le système a lancée contre son peuple. Hélas, des factions armées ont surgi suite à ces violences. La révolution syrienne est née pour démontrer la volonté des Syriens, mais malheureusement, les mauvais partis politiques ont basculé la Syrie dans un état dont on ne voulait pas, qu'on ne veut pas et qu'on ne voudra jamais. Pour cela, le régime a pu dire qu'il y avait des forces étrangères et des complots étrangers. Complot sur quoi? Forces étrangères contre quoi? Si la communauté internationale le voulait, et les amis de la Syrie se sont réunis, 124 pays, et là c'était un gros mensonge. Ils nous ont fait croire qu'ils voulaient nous aider à se débarrasser de Bachar el-Assad. Comme si tu abandonnais un enfant dans la mer. Tu lui dis, je vais te ramener le plus gros bateau du monde, mais tu le laisses dans la mer, avec une barque et tu l'abandonnes. C'est ce qui s'est passé avec les Syriens.
C'est pour cette raison que je n'ai pas confiance en la communauté internationale, qui, soi-disant, va mettre la pression pour des vraies élections. Si on avait encore confiance, on aurait dit oui, c'est faisable. C'est ce que j'ai à dire. Pendant les manifestations et face aux réponses violentes de Bachar sur son peuple, plusieurs militaires rejoignent les révolutionnaires et créent l'ASL, l'armée syrienne libre. En 2013, celle-ci se divise et certains se radicalisent. 2014, ce climat chaotique favorise la venue du groupe djihadiste État islamique, qui choisit Raqqa comme capitale. En 2012, j'ai commencé à écrire mes lettres de Syrie à Nathalie Bontemps qui les traduisait. Je les ai écrites pendant 2 ans, d'avril 2012 à mai 2014. 150 lettres. Nathalie les traduisait et les publiait dans une rubrique appelée « Un œil sur la Syrie », une rubrique dans le journal Le Monde. Après ça, l'éditeur a réuni toutes les lettres dans le livre. Dans cette période, j'écrivais à Nathalie tout ce qui se passe en Syrie. Les changements à Damas, la capitale, pendant la guerre. Les changements pour mes étudiants à l'université. Les changements de la structure sociale. Pendant cette période de 2012 à 2014, il y a eu des changements radicaux dans la Syrie et la société syrienne. Je décrivais ce qu'il se passait dans la rue, dans le bus, dans l'école, dans le quartier, entre les voisins. Je décrivais les échanges et les discussions qu'il y avait autour de moi. Je décrivais les différentes opinions. Je décrivais aussi l'histoire des martyrs et des détenus, mais aussi la répression qu'on subissait. Mes lettres pouvaient être considérées dangereuses politiquement. Malgré que j'utilisais un pseudonyme, Joumana Marouf. Malgré ça, la situation pouvait être dangereuse. Je suis d'une ville qui s'appelle Raqqa. Et Raqqa était la première ville en Syrie à être libérée des forces de sécurité et des autorités. Et la société civile y était très avancée. Mais ce qui s'est passé, c'est que les islamistes, les extrémistes, Al-Qaïda et Daesh, ont contrôlé la ville, tué et emprisonné les gens. Puis est venu l'État islamique, Daesh. Le pays était démoli totalement. L'enseignement est devenu médiocre et la liberté restreinte. Depuis le début de la révolution, j'étais une activiste politique et à n'importe quel moment, je pouvais être punie pour ça. J'ai décidé de quitter la Syrie pour la Turquie en 2014. Quand l'aviation de l'Alliance a commencé à bombarder la ville jusqu'à la démolir quasi totalement. Nos vies étaient en danger. C'est pour ça que j'ai fui vers la Turquie. On vivait à Damas. Notre voiture est tombée en panne car elle a été touchée par des tirs. Donc on ne pouvait plus rentrer chez nous. On a décidé de me déplacer de Damas vers une région plus sécurisée. Mon mari a été arrêté. J'ai été très active pendant la Révolution. Alors je pouvais être arrêtée n'importe quand. Et c'est pour cela, après la publication de mon livre, Lettres de Syrie,
Ma copine Nathalie Bontemps m'a dit qu'il y a des gens qui s'intéressent à mon cas et de ma sécurité ici en France et qu'ils peuvent donner mon dossier à l'ambassade française à Beyrouth. Bien sûr, c'est une décision qu'on n'a pas prise à la légère. De toute notre vie, ça a dû être la décision la plus dure qu'on a dû prendre en tant que famille. Après avoir bien réfléchi, rester dans cet enfer et finir en prison, ou bien quitter le pays, on a décidé de le quitter. En avril 2014, on s'est réunis et on a discuté nous quatre en tant que famille. On s'est dit que la meilleure décision était de se réfugier en France. Quand nos parents nous ont dit qu'on allait en France, du coup, c'était vraiment... Tout était flou parce qu'en fait, tout se passait très mal en Syrie. Et vraiment, on avait même déménagé du coup d'une ville à l'autre. Et vraiment, tout était mal. Et mes parents nous ont dit comme ça, oui, on va en France. Et du coup, nous, on a compris totalement autre chose que vraiment vivre comme réfugié en France. On a reçu le visa de l'ambassade française à Beyrouth avec facilité. 2 mois après la présentation de notre dossier, on n'a eu aucune difficulté pour l'obtenir. Après, je me rappelle aussi quand c'était les derniers jours, on est parti dire au revoir à tout le monde du coup et on est monté dans un taxi. Et tout ce voyage en taxi, il était horrible par contre. Oui, pour sortir de la Syrie, je me rappelle tellement bien. Parce que c'était genre, on aurait pu se faire arrêter. Oui, on avait vraiment ne pas pouvoir vraiment peur. On est arrivé en France le 22 mai 2014. On a pris un vol pour notre voyage ici. Au début, quand on est arrivé, on ne s'était pas débarrassé de ce sentiment, d'avoir laissé notre pays entre les mains du monstre, comme on dit. Si tu m'aurais demandé si je préfère sortir de la Syrie, malgré tous les problèmes et malgré tous les dangers, je t'aurais répondu que je n'ai pas envie de fuir. Je suis partie vers la Turquie avec mes parents, mon frère, ma sœur, avec son mari et ses enfants. On est resté 2 ans en Turquie. J'ai travaillé dans des organisations turques pour la protection de la femme, de l'enfant. En effet, j'ai travaillé dans des organisations de protection pendant 1 an. Ensuite, j'ai travaillé dans l'enseignement pendant 1 an, en tant que professeur d'art plastique, dans les écoles arabes et turques. En Turquie, j'ai travaillé toute une année avec des enfants syriens. Après ça, je me sentais en danger. Après l'annonce que Daesh coupait des têtes, alors je suis allé en France. Ensuite, la situation s'est compliquée pour moi à cause des problèmes financiers et le manque de sécurité partout où on va, avec une peur constante. Et les conditions de vie étaient très dures en Turquie. Alors notre choix était de migrer vers la France comme la plupart des Syriens. Je suis venu en France par le biais de l'ambassade, en toute légalité. Je n'ai pas eu de difficulté de ce côté-là. Je suis venue après avoir pris contact avec l'ambassade de France à Ankara.
C'était en 2017. En 2017, une coalition de 22 pays réussit à chasser l'État islamique. Mais ce n'est pas pour autant que le conflit s'arrête. La Syrie devient un terrain de lutte international. Bachar, soutenu par la Russie et l'Iran, reste au pouvoir. Je pense que comme tous les Syriens, la réalité de mon pays me fait de la peine. Malheureusement, le gouvernement de Bachar est toujours là, car la solution a été confiée à la Russie. Et la Russie veut le maintien de Bachar. Ce qui nous désole, nous, autant que Syriens, tu ne peux pas dire « je vais vivre ma vie avec ma famille et mes enfants et l'affaire est finie ». Même si j'étais un Français, que j'étais né en France, par nature, je me serais intéressé aux crises humanitaires. Et je pense que la plus importante crise humanitaire en ce moment, c'est celle de la Syrie. Bien sûr, il y a le Yémen et d'autres pays. Mais y a-t-il un gouvernement qui a détruit son propre pays? Ça n'existe pas. À l'époque, des Romains, ils ont brûlé Rome. Mais que Rome, pas toute l'Italie. Par contre, Bachar a détruit presque tout le pays, sauf les endroits où il était présent. La loi internationale est suspendue. Ces lois interdisent les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, l'utilisation des armes chimiques, etc. Mais tout cela a été commis en Syrie. Des armes chimiques ont été utilisées contre les civils. Des crimes contre l'humanité ont été commis par le régime et ses alliés qui ont envahi la Syrie. Comme les forces russes, les forces iraniennes, aucune institution internationale concernée par l'application des lois internationales n'a réagi. Je suis née à l'époque du dictateur et le dictateur est toujours lancé dans sa dictature. Jusqu'à je ne sais quand. La Syrie est un pays riche, diversifié et beau comme la plupart des pays du monde. Mais malheureusement, le dictateur, à l'instar des sauterelles qui dévorent tous sur leur passage, il a ruiné et démoli le pays. On est tué, emprisonné ou bien dispersé dans les pays du monde. Et ceux qui sont restés vivent avec les coups de feu. Et le monde veut se convaincre que ce qui se passe en Syrie est une guerre entre les islamistes radicaux et Bachar, le dictateur. Mais ceci n'est pas la réalité.